Mais voilà, oui, voilà, je me réjouissais de vous rencontrer en direct, mais sachez en tout cas que le cœur y est. Donc, j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment d'échange ensemble sur cette thématique aujourd'hui, comment valoriser son expérience. Alors, moi, je m'appelle Céline Laloux, je suis coordinatrice parcours et métiers au centre de formation Bioforce Europe, donc basé à Lyon. Alors, parcours et métier, qu'est-ce que ça signifie? En fait, je m'occupe du conseil carrière et de l'orientation, principalement des personnes qui viennent se former chez nous à Lyon, au centre de formation Bioforce à Lyon. Et également, je me charge de l'orientation des personnes qui sont en dehors du secteur humanitaire et qui souhaitent y entrer, ou parfois de certains qui sont déjà dans le secteur humanitaire et qui souhaitent évoluer, donc c'est-à-dire monter en compétences, atteindre d'autres types de postes, etc. Alors, on a un rayonnement qui est assez international, donc j'ai la chance de rencontrer des apprenants majoritairement francophones, mais aussi anglophones, un peu des quatre coins du monde, ce qui donne beaucoup de richesse à mon poste. Alors d'abord, qui est Bioforce? Donc Bioforce, c'est un institut de formation qui existe depuis 40 ans. On fêtera nos 40 ans l'année prochaine. On a des équipes donc ici en Europe. Le siège est basé en Europe. On a un centre de formation qui est basé à Lyon, donc qu'on appelle le centre de formation Bioforce Europe. Également un centre de formation qui est basé à Dakar, qui a ouvert ses portes en 2018 avec l'idée de rapprocher notre offre de formation du personnel qui est humanitaire, qui est majoritairement local et principalement basé en Afrique. Et on a également le projet de s'étendre au Moyen-Orient. Alors, on a une équipe qui est principalement constituée d'humanitaires ou d'anciens humanitaires. Et notre objectif, c'est de développer et renforcer les compétences des personnes, d'une part, et des organisations, d'autre part, qui sont mobilisées dans des interventions de solidarité, l'idée étant d'adapter les réponses au profil de chacun. Donc, à la fois, on forme des personnes qui viennent se former soit en présentiel dans nos centres, soit sur des modules de formation à distance. Et on organise également des formations au sein d'organisations à la demande, pour vraiment correspondre aux besoins et à la demande du personnel d'une organisation. Voilà, l'idée étant également de chaque fois rapprocher cette formation des profils sur le terrain. Et on a vraiment l'objectif également de garder un équilibre entre forcément ce qu'on amène comme contenu et le contenu de formation et les évolutions du secteur. Donc, on a aussi tout un travail de veille et d'échange tout au long de l'année avec des acteurs du secteur directement sur le terrain ou des organisations. Un point important à mentionner aussi, c'est que nous, on entend par humanitaire toute intervention qui répond aux principes humanitaires, c'est-à-dire qu'on intègre également la solidarité locale. On n'est pas uniquement dédié sur la solidarité internationale. Et donc, on a comme partenaire également pas mal de structures qui sont actives dans la solidarité locale, principalement française, qui soit sont en demande de structurer leur métier ou en tout cas leur manière de fonctionner aussi pour justement mieux fonctionner et répondre à leurs objectifs, et qui sont souvent en demande aussi de profils formés avec une empreinte humanitaire et qui sont en fait formés à pouvoir accompagner des publics ou gérer des enjeux qui se rapprochent de l'humanitaire comme on l'entendrait plus international. Donc voilà, nous, on a une vision vraiment très large de l'humanitaire qui inclut ces deux types de solidarité. Alors, je vais passer la parole à Laetitia pour présenter la Cité de la solidarité internationale. Bonsoir à tous. Donc, je suis Laetitia Lascar, responsable de la Cité de la solidarité internationale. La Cité, c'est vraiment la plateforme transfrontalière de la solidarité internationale. Elle est portée, le fil rouge des programmes de la Cité de la solidarité internationale, c'est une vision multipartenariale de l'action de solidarité, de développement, d'humanitaire, telle qu'elle peut être entendue et de vraiment mettre en contact, être facilitateur de l'écosystème des différents porteurs de projets. On a 3 programmes. Le premier, c'est Cogite. La soirée de ce soir rentre dans le cadre de ce programme puisque c'est favoriser la connaissance, former, sensibiliser.
Les soirées comme celle-ci s'appellent des Zoom métiers, bien avant que l'instrument informatique Zoom n'existe. C'est-à-dire vraiment, on était dans l'optique de mettre un coup de projecteur, donc un Zoom, sur les différentes professions Allez-y, je vous en prie, prenez place. Et notre deuxième programme, c'est Cohabite. On a un tiers-lieu côté français à Annemasse, c'est-à-dire un plateau qui accueille des ONG. On a 8 résidents en ce moment sur notre plateau et on loue des salles de réunion pour des assemblées générales, pour des conseils d'administration d'associations, on a d'autres salles plus grandes pour des événements de promotion, des conférences, et toujours dans l'optique de faire vivre l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, d'offrir un lieu ressource. Voilà, et notre troisième programme, c'est Coexiste. Je l'appelle notre roquette, parce que c'est un programme qui monte très très vite. C'est une plateforme en ligne de partenariat ONG-entreprise. Comment vous la définir simplement? C'est le mythique des ONG et des entreprises pour créer des partenariats autour d'un projet, des vrais partenariats co-construits, des partenariats techniques, pas nécessairement des partenariats financiers. Et dans l'optique, d'une part, d'apporter des solutions innovantes aux ONG qui parfois n'ont pas nécessairement la compétence en interne, qui n'ont pas forcément les ressources financières d'internaliser certaines ressources humaines, mais qui vont trouver dans un partenaire une solution plus responsable qu'auprès d'un prestataire de service qui va simplement vous faire un devis et vous proposer une solution ponctuelle, mais dans une optique plus marchande. Donc voilà. Et enfin, notre événement phare qui a lieu tous les 2 ans, le salon Soliway, salon de la solidarité internationale, mode d'emploi, orienté sur tous les questionnements que soulève le métier, les orientations, le devenir de la profession, l'influence des bailleurs, le questionnement pour les jeunes diplômés, l'accès à certains métiers, des temps d'échange, des hackathons, des ateliers. Vraiment, c'est un salon qui est extrêmement riche sur 2 jours. Le prochain aura lieu le 17 et 18 novembre 2023. Donc voilà. Et c'est à Annemasse aussi, puisqu'on est de l'autre côté de la frontière. Mais vous savez que c'est accessible pour ceux qui sont ici. C'est tout bon. Je te laisse avancer. Merci. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, on va quand même essayer, même si je ne suis pas là physiquement avec vous. Je voulais juste avoir une petite jauge aussi sur les personnes qui sont là ce soir. Qui parmi vous est déjà dans le secteur de la solidarité nationale ou internationale? À main levée. Vous avez... ouais, quand même quelques-uns. OK. Qui ne l'est pas ou pas encore? OK. Malheureusement pas accès à ceux qui sont sur ma droite, mais voilà, en tout cas, je vois qu'il y a des profils. OK. Alors, j'imagine que les questionnements doivent être assez variés. L'idée aujourd'hui, c'est de se pencher justement sur cette question de comment valoriser son expérience. Alors qu'on vienne du secteur de la solidarité nationale internationale et qu'on veuille passer vers un autre secteur, ou inversement, c'est-à-dire qu'on soit dans un secteur privé, par exemple, ou public, et qu'on veuille passer vers le secteur de la solidarité nationale ou internationale. La démarche, à mon sens, et je peux même dire à notre sens, est similaire, donc c'est un processus tout à fait semblable. Et alors, pour introduire cette question, moi, je vous propose en fait de raisonner à partir d'un triple bilan. Dans l'idée que voilà, une carrière, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des interruptions, il y a des changements, voilà, ça se fait au gré des différents choix, parfois d'opportunités, parfois de contraintes, de moments où on a plus ou moins le choix, qui répondent voilà, à certaines exigences.
Et du coup, voilà, passer d'un secteur à l'autre, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus fréquemment. On est de moins en moins dans un modèle d'une carrière linéaire dans un secteur, voire même dans un même métier. Après, ce n'est pas parce que ça se devient de plus en plus fréquent que c'est simple. Souvent, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Ça implique un requestionnement, ou c'est la conséquence d'un requestionnement. Et donc, voilà, tout ce processus-là, c'est quelque chose qui prend du temps. Et alors, voilà, ce que moi, je vous propose, c'est de distinguer trois bilans, en fait, pour faire ce passage d'un secteur à l'autre, de manière plus générale. Le premier, ça va être d'analyser le secteur qu'on vise. Alors là, dans les deux sens, hein, que vous visiez le secteur de la solidarité ou justement vous voulez en sortir pour viser un autre secteur, la question, ça va être vraiment de se demander où est-ce que je mets les pieds, qu'est-ce que je vise, quels sont les métiers qui sont possibles dans ce secteur-là, quels sont les besoins, les profils recherchés. Les secteurs parfois peinent à recruter certains types de profils et pas d'autres. Il y a des évolutions aussi au gré dans le secteur qui font qu'on a des besoins qui commencent à s'ouvrir et qui peinent à trouver, des recruteurs qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds. C'est aussi comprendre quels sont les acteurs, pas forcément les employeurs, mais en tout cas les personnes et les structures qui interagissent pour, à un moment donné, créer ce secteur-là aussi. Quelles sont les compétences qui sont à mobiliser, comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu, voilà, où est-ce qu'on met les pieds. Ça, c'est assez essentiel parce qu'en fonction, on ne va pas se présenter de la même façon et on ne va pas non plus viser les mêmes choses. Donc ça va vraiment permettre de définir aussi dans quelle mesure l'objectif qu'on a, il est réaliste. Et parfois de faire ce processus d'ajustement, parce que parfois on a une idée en tête, on a des rêves, et ça se traduit d'une façon ou d'une autre dans la réalité. Donc voilà, savoir où on met les pieds, qui sont les acteurs, quels sont les métiers. Ça, c'est vraiment une phase qui est essentielle. Et ça passe par le fait de vraiment se renseigner, réseauter, discuter avec des gens, voilà, pour à un moment donné se faire une espèce de cartographie du secteur dans lequel on veut aller mettre les pieds. Alors, le deuxième bilan que moi, je propose toujours et sur lequel on va se focaliser un peu plus aujourd'hui, c'est faire un bilan de son parcours professionnel. Alors qu'il soit étendu ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Généralement, on a déjà un certain bagage, aussi petit qu'il puisse être. Ça peut être un stage ou même des expériences de bénévolat ou des expériences professionnelles plus ou moins longues, selon où on se situe dans sa carrière. Ce qui est important de savoir, c'est que ce questionnement, il peut avoir lieu n'importe quand. C'est-à-dire, on peut vouloir s'orienter ou se réorienter quand on sort des études, voire même pendant les études, ça arrive parfois, tout comme on peut vouloir se réorienter au milieu de carrière, en fin de carrière. Pour donner un exemple, chez Bioforce, on a des personnes qui viennent se former dans la vingtaine et on en a certaines qui viennent se former à plus de 50 ans pour intégrer le secteur de la solidarité. Donc, et ça fonctionne d'ailleurs. Donc, c'est important de savoir aussi que c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment et qu'il y a de moins en moins, en plus de règles par rapport à cette question d'âge et d'expérience. Alors, analyser son parcours professionnel, c'est identifier quelles sont les expériences, quelles sont les compétences, ça c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. Également, ses motivations. Et pouvoir identifier, tiens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je veux me diriger vers ce secteur-là? Qu'est-ce qui me donne envie de lâcher le secteur dans lequel je suis, ou le domaine dans lequel je suis? Est-ce que c'est un ras-le-bol passager? Est-ce que c'est quelque chose qui me manque? Est-ce que c'est quelque chose que je veux chercher autre chose? S'ouvre aussi la question des valeurs au travail. Voilà, pour quel type de valeurs j'ai envie de travailler? Quels sont mes objectifs professionnels? Parfois, c'est au service de quelle cause j'ai envie de me mettre? Ou avec quel type d'acteur je veux travailler, ou ça peut être lié au fonctionnement du secteur aussi dans lequel vous êtes ou que vous visez, qui ne répondent pas non plus aux mêmes exigences, au même fonctionnement. Donc, c'est parfois aussi se poser des questions vraiment très réalistes. Est-ce que c'est parfois des questions très, très réalistes dans le sens très matériel aussi? Est-ce que c'est une question analyser aussi la question des horaires, des contraintes, des salaires, etc., qui peut éventuellement jouer en tant que motivation pour quitter un secteur ou en rejoindre un autre. Alors, le troisième bilan, il se situe plutôt au niveau personnel. Donc, à nouveau, c'est se demander, moi, parce que le travail fait partie de la vie, mais on n'est pas son travail, on a aussi d'autres sphères de vie qui font qu'on est soi. Et donc, de pouvoir aller questionner un petit peu plus loin, se dire,
comment est-ce que moi, en tant que personne, je me projette aussi? Quelle est la place que je donne à ma vie professionnelle? Quelles sont mes motivations de vie qui peuvent être liées à des motivations professionnelles, mais pas toujours. Également, quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs pour lesquelles j'ai envie de me mobiliser? Est-ce que c'est forcément dans le secteur du travail, dans le professionnel? Est-ce que ça peut être aussi quelque chose que je vais développer à côté sans forcément toucher à ma vie professionnelle? Quelles sont mes contraintes, mes limites? Est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je suis prêt à investir aussi pour faire cette transition de carrière? Quels sont mes atouts au niveau de ma personnalité, de mon expérience, etc. Donc, c'est à un moment donné presque faire un bilan de vie un petit peu plus large que juste la question du travail pour pouvoir se positionner. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a souvent des éléments parfois plus personnels qu'on peut aussi utiliser pour se mettre en avant, pour passer d'un secteur à un autre. Donc ça, c'est une question quand même assez essentielle. Ces 3 types de bilans, ça, je pense que c'est important de se dire que c'est un long processus. Il y a souvent des allers-retours. On se pose une question, on revient en arrière, on ouvre une autre. Mais en tout cas, nous, chez Bioforce, on a l'idée que il faut pouvoir, en tout cas, ouvrir ces trois perspectives pour, à un moment donné, pouvoir être stable, savoir où on va, et ensuite pouvoir envisager cette transition de manière plus fluide. Donc voilà, pour pouvoir peut-être faire un pont entre le secteur où vous étiez et le secteur que vous visez. Alors aujourd'hui, on va principalement se centraliser sur la partie plutôt expérience professionnelle. Alors moi, j'entends expérience professionnelle, ça peut être aussi une expérience de bénévolat, un stage, de manière assez large, pour voir justement comment la valoriser. Laetitia, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose par rapport à… Oui, peut-être juste un petit conseil pratico-pratique quand vous avez cette démarche d'analyse. Prenez-vous un petit cahier ou un classeur avec des feuilles dedans et écrivez. Documentez votre réflexion parce que comme c'est une réflexion qui se fait par étapes, qui se fait dans le temps, qui est nourrie par des conférences comme celle-ci, par des insights, un film, un documentaire qu'on va voir qui va nous interpeller, de se dire j'ai mon petit calepin pour noter mes choses, garder une trace, ça vous permet par couche après couche d'arriver à quelque chose d'abouti. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle mind mapping, donc de se faire des cercles, de créer des liens et de vraiment documenter votre travail comme si vous étiez en mode projet, en fait, parce que c'est votre projet professionnel, c'est votre projet de vie. Donc, vraiment, mettez-vous en mode projet avec un espace papier ou en format digitalisé et peut-être aussi ça vous donne un espace mental pour aller au bout des choses et que ça reste pas juste des pensées sous la douche. Voilà. Tout à fait, effectivement. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est vrai que c'est important d'avoir aussi de prévoir un espace aussi dans votre vie pour pouvoir physique et mental d'ailleurs pour pouvoir y déposer ces questionnements-là et les faire évoluer. Alors, je vais vous proposer quelques petites étapes. Donc, valoriser son expérience, en premier lieu, c'est prendre du recul. Voilà, on vient de l'aborder justement, dans l'idée de relire et structurer ses expériences ou son expérience. L'idée étant de la voir différemment à la lumière de l'objectif qu'on aimerait se fixer, qui soit encore d'ailleurs bien délimité ou non. La deuxième, on va parler plutôt de transposer ses compétences. Donc voilà, l'idée, c'est identifier quel est le bagage en fait, que vous allez emporter d'un secteur à un autre ou même au sein du même secteur pour viser éventuellement un autre poste, un autre métier. Et donc, quel est ce petit bagage, que moi j'appelle les compétences, qui va pouvoir vous servir dans un autre contexte professionnel? Ce bagage-là, il va falloir le traduire avec du vocabulaire qui est en lien avec le secteur que vous visez, afin de le rendre accessible et de pouvoir répondre aux attendus. On va zoomer dans ces différentes étapes. Ensuite, il faudra les valoriser. Parfois, ça signifie de pouvoir, d'une part, les illustrer à l'aide d'expériences concrètes qu'on va expliquer clairement. Mais l'enjeu ici, c'est de pouvoir aussi expliquer, voire même convaincre un interlocuteur qui ne connaît pas forcément le secteur d'où vous venez ou le type de poste que vous avez eu, les enjeux que vous aviez à gérer. Donc, il y a tout ce travail de traduction et puis de mettre ces éléments en lumière et en valeur
pour justement démontrer aussi la valeur de votre profil professionnel. En troisième lieu, ça va être de créer un récit professionnel. Donc, comment mes expériences passées vont éclairer mes choix actuels et futurs. L'idée, ça va être de situer cette expérience-là dans un tout, donc dans la manière dont vous allez vous présenter en tant que professionnel, pour ne pas justement isoler cette expérience-là et puis de pouvoir la connecter aussi aux autres facettes que vous avez, personnelles, professionnelles, et de pouvoir l'inscrire dans une histoire qui va être plus facilement compréhensible et puis qui va être plus convaincante aussi pour votre interlocuteur. En quatrième lieu, moi, je vous propose toujours d'avoir aussi du coup de travailler sur les outils de candidature qui sont adaptés. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait plutôt en dernier lieu, une fois que la réflexion est plus claire et plus aboutie. Souvent, d'ailleurs, on voit que quand les questionnements autour du CV, par exemple, on ne sait pas très bien comment mettre les choses en place, etc., souvent, ça révèle que ce sont des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans la tête. Et donc, voilà, parfois, ça permet de révéler les endroits où, en fait, il y a encore un questionnement, encore une réflexion, encore des petites choses à questionner, vu que généralement, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement également. Et donc, un CV clair, souvent, est le reflet aussi d'une réflexion claire. Alors, on va prendre le temps de zoomer sur ces étapes. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit outil donc pour pouvoir structurer ses pensées et son discours par rapport à une expérience que vous voudriez mettre en avant et vous rendre vraiment intelligible par rapport à un interlocuteur qui ne serait pas spécialement de votre domaine. Alors, je vous propose un outil qui s'appelle STAR. C'est un outil de structure de pensée. Alors, STAR, c'est parce que ça correspond à 4 lettres qui sont les suivantes. La première, c'est le S, qui parle de la situation. L'idée, ça va être de prendre votre expérience et de vous demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la situation dans laquelle j'ai été placée? Quel a été le contexte? Identifier les éléments clés, parce qu'on ne peut jamais donc tout dire, de ce contexte, et de dire, voilà, quelle a été la situation dans laquelle j'ai été mise. Le deuxième, c'est le T. À quel objectif je devais répondre? Quelle était la cible de mon travail ou de mon expérience, de ma mobilisation? Donc, quelle était ma mission? Quelles sont les tâches qu'on m'a données en vue d'atteindre quel objectif? Le troisième, c'est l'action. Là, c'est vraiment tout ce que vous avez mobilisé. Comment vous vous y êtes pris? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à cet objectif identifié précédemment et avec quels moyens? Donc, vraiment tout l'ensemble des actions que vous avez entreprises, qui sont parfois très basiques et très spontanées, très instinctives, mais que vous avez, qui font partie en fait du déroulé de votre expérience. Et le quatrième, le R, sont les résultats. Qu'est-ce que vous avez obtenu de manière très concrète en termes de résultats, avec vos objectifs, et de manière aussi plus large, quels sont éventuellement les avantages, les économies que vous avez réalisées, les récompenses que vous avez reçues, la reconnaissance même qu'a eu votre action lors de cette expérience. Alors, l'idée de ces 4 points, c'est vraiment, comme je disais, de structurer sa pensée et son discours. Parce que souvent, on a envie on ne sait pas très bien par quel bout prendre l'expérience. On ne sait pas très bien quels sont les éléments dont on doit parler, ceux qu'on ne doit pas forcément mentionner. C'est parfois difficile de jauger le niveau de détail aussi qu'on veut donner. Parfois, on a envie de tout dire, tout raconter. On ne sait pas non plus comment l'interlocuteur va le recevoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir contextualiser cette expérience-là et de rendre les choses les plus claires possibles en parlant vraiment de votre expérience sous forme de jeu. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez vécu de cette façon-là. Alors, bien sûr, c'est toujours pertinent d'inclure aussi les autres personnes qui ont travaillé avec vous. Par exemple, vos actions, ça pourrait être, par exemple, tiens, j'ai mobilisé mon équipe, j'ai pu collaborer avec d'autres structures. Donc voilà, c'est aussi vous situer, vous, par rapport à un ensemble d'autres personnes qui avaient le même objectif ou qui étaient impliquées dans les mêmes actions. Un point d'attention peut-être. Oui. C'est une technique sur laquelle on a tendance, quand on parle d'une expérience, à vouloir mettre tout un poste. Par exemple, si vous êtes en train de préparer un entretien d'embauche, on a envie d'appliquer la technique à un poste qu'on a occupé.
Or, là, par expérience, ça peut être un événement. Ça peut être l'expérience, ça peut être comment vous êtes passé de votre mode de travail habituel aux contraintes imposées par le confinement de la crise Covid, par exemple. Ça peut être une rencontre avec un sponsor potentiel. Ça peut être un conflit. Un conflit, une réunion à laquelle vous êtes allé et vous saviez d'emblée que ça n'allait pas forcément bien se passer, mais qu'il fallait quand même y mettre les formes. Ça peut être juste un événement, une expérience de vie. Il faut vraiment entendre comme l'instant, la situation, de quoi on est en train de parler. Ça peut être un workshop avec son équipe, ça peut être plein de choses, pas nécessairement tout le poste. Parce que du coup, l'exercice devient impossible si on essaye de mettre trop de choses dedans. Et le dernier détail, c'est qu'à l'issue de ces 4 étapes, il faut revenir vers votre interlocuteur avec une conclusion pour vraiment envelopper tout. Et la conclusion que vous amenez à cette réflexion, c'est qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que... Vous qui ne me connaissez pas, qu'est-ce que ça dit de moi, le fait que j'ai, dans cette situation, face à cette situation, face à ce contexte, avec cet objectif, mis en place ces actions et apporter ce résultat, qu'est-ce que ça dit de moi? Donc, vraiment recentrer sur vous. Et ça, c'est votre conclusion à la démarche. Voilà. Je te rends le micro. Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on peut l'utiliser avec un différent degré de zoom, une expérience plus large ou une situation plus particulière, effectivement. Alors, ça peut aider à réaliser un CV, bien qu'on ne le présente pas forcément comme ça dans un CV, bien sûr. Mais en tout cas, pour pouvoir au minimum structurer l'expérience et ensuite de pouvoir en déduire quels sont les éléments pertinents que je vais pouvoir mettre dans mon CV. C'est très utile aussi dans le cas d'un entretien, quelle que soit la question, c'est-à-dire ça peut être effectivement parler d'une expérience professionnelle particulière ou une fameuse question de type avez-vous déjà, je donne l'exemple d'un conflit, avez-vous déjà vécu un conflit par le passé et comment vous l'avez résolu? Et voilà, dans la manière dont vous allez expliquer cette expérience-là, ça va vous permettre de structurer votre réponse pour la rendre la plus claire possible. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Laetitia, il est temps de toujours pouvoir donner une petite conclusion sur la manière dont vous l'avez présenté, c'est ça quel est le message en fait que vous avez envie de faire passer en présentant les choses de cette façon-là. Chaque chose que vous allez dire en parlant de votre expérience, c'est l'occasion de faire passer un message sur vous dans un sens ou dans un autre. Alors, la deuxième étape qui est logique, en fait, c'est du pouvoir, justement, sur base de la manière dont on a structuré son expérience ou son bout d'expérience, quelle que soit l'envergure de l'expérience choisie, ça va être de pouvoir, justement, identifier les compétences qu'on a mobilisées pour répondre aux objectifs, réaliser les actions, obtenir les résultats. Alors, un petit rappel, une compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, savoir-être, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, souvent on a tendance à résumer la compétence en savoir-faire. Voilà, ça peut être aussi des choses que vous avez développées en termes de connaissances, ça peut être aussi des choses plutôt plus opérationnelles, ça peut être des choses plutôt dans le savoir-être, une manière de se comporter. Ça rejoint aussi des niveaux qui peuvent être cognitifs, une manière de penser, d'interpréter, de lire les choses, de calculer, d'élaborer, etc. Ça peut être aussi des éléments peut-être qui sont peut-être plus du coup liés au savoir-être, mais plus émotionnels, plus relationnels. Donc voilà, quelles sont l'ensemble des compétences que vous avez pu développer grâce à cette expérience-là, que vous avez mobilisées pour gérer cette situation, et du coup que vous allez pouvoir identifier comme étant des éléments pertinents que vous avez pu développer. Alors, un petit point peut-être sur les compétences pour peut-être avoir une idée un peu plus large de quoi il en retourne. On parle souvent des compétences qui sont liées d'abord à un cœur de métier, qu'on appelle généralement les compétences techniques liées à un métier.
Donc là, typiquement, ça va être, vous êtes informaticien, informaticienne, vous avez un ensemble de compétences techniques liées à votre métier, vous avez été responsable financier, financière, vous avez un ensemble de compétences liées à la gestion budgétaire, la stratégie financière, etc., qui est liée à votre métier. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier, en fonction du secteur vers lequel vous voulez aller ou dans lequel vous voulez évoluer, quelles sont les compétences qui sont directement transposables, donc qui font partie de votre métier, en vous disant, tiens, en fait, est-ce que je peux, le métier que j'avais à un moment donné, dans un secteur donné, est-ce que je peux directement le transposer dans un autre secteur? Par exemple, dans le secteur humanitaire, il y a effectivement des métiers du secteur privé qui sont directement transposables dans l'humanitaire. Après, il y en a aussi certains d'autres qui sont spécifiques à un secteur donné, et pour lequel, du coup, qui font appel à des compétences particulières, et pour lesquelles vous pouvez avoir des compétences qui se rapprochent et d'autres, d'un autre côté, qu'il vous faut encore développer. Donc ça, c'est vraiment celles qui sont liées au métier même. Après, il y a aussi tout un pan de compétences qui sont généralement transposables d'un secteur à l'autre. Il y a notamment les compétences transversales. Ça va être les compétences de type management d'équipe, ça va être la gestion budgétaire, ça va être la maîtrise, l'application de procédures, par exemple. Ça va être aussi une compétence qui est aussi fort demandée, des compétences en formation, supervision, accompagnement de personnes au travers de la formation, par exemple. Tout ce qui est aussi compétences personnelles et relationnelles, votre adaptabilité, votre gestion du stress, le fait que vous soyez orienté solution, le fait que vous ayez le sens de l'équipe, vos qualités d'écoute, voilà, tous ces éléments qui font que vous êtes voilà, au travail, on a une grande part de relationnel aussi, qui vont pouvoir mettre en avant toutes les compétences que vous mobilisez en situation de communauté, avec une équipe, avec des clients, avec des partenaires, etc. Alors, les langues, ça reste clairement une compétence vraiment très transposable, pour le coup, principalement forcément l'anglais, mais également plusieurs autres langues. Là, que vous passiez de l'humanitaire à un autre secteur, voilà, dans un sens ou dans l'autre, je pense que c'est toujours une compétence vraiment très, très pertinente. Alors, je mentionnais aussi l'appétence pour l'interculturel. De nouveau, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on veut rejoindre la solidarité nationale internationale, souvent, ce qui est demandé, c'est d'avoir au minimum une curiosité pour l'interculturel, voire même des compétences pour gérer cette interculturalité. Et dans l'autre sens, même quand on quitte le secteur humanitaire de la solidarité pour aller vers un autre secteur, toutes ces compétences dans l'interculturalité sont souvent des compétences relationnelles qui sont très, très appréciées et qui peuvent être également mises en avant. Alors, tout ce qui est aussi capacité à gérer un réseau de partenaires, de clients, à travailler en équipe. Donc ça, c'est vraiment des points essentiels qui sont directement aussi transposables d'un secteur à l'autre. Même si parfois, il va falloir, voilà, grâce à votre expérience, expliquer comment vous en êtes venu à développer ces compétences. Mais généralement, elles sont recherchées dans la plupart des secteurs. Laetitia, un petit ajout par rapport à ça? Votre réseau, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez une personne qui a travaillé ou qui travaille dans le milieu que vous visez, que ce soit l'humanitaire, si vous y allez, ou un autre domaine qui pourrait potentiellement vous intéresser, si vous souhaitez sortir de l'humanitaire pour vous réorienter, parlez autour de vous. Souvent, quand on est dans cette démarche de réflexion, on est un peu tiraillé entre parler de notre projet ou pas trop en parler parce qu'on a peur d'être influencé ou d'être trop poussé dans un sens ou dans l'autre par des gens qui, pensant bien faire, sont parfois intrusifs. Mais plus vous parlez de votre projet et plus vous augmentez votre la bonne personne, plus vous augmentez la probabilité de rencontrer la bonne personne qui va vous dire ah ben on se pose un jour et puis on regarde ton CV ensemble et puis je te dis qu'est-ce qui est transposable, comment tel truc on l'appelle nous dans notre milieu et qui va vous donner le petit coup de pouce en plus vers une ou vers une autre direction
pour passer une étape sur laquelle potentiellement vous étiez coincé jusque-là. Acceptez toute l'aide qui vous est offerte. Elle ne viendra pas forcément de la façon dont vous attendez à la recevoir, mais vous aurez toujours, en parlant autour de vous, quelqu'un qui vous donnera le petit coup de pouce en plus qui sert bien et qui vous sauve parfois. Voilà. Parfait. À peu près tout. Merci. Alors, ce fameux travail de transposer ces compétences, une fois qu'on les a identifiées, donc ça c'est vraiment la première étape, c'est de pouvoir les identifier quel que soit le contexte. Voilà, dans le contexte dont vous veniez, vous avez identifié vos compétences. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de sélectionner celles qui sont pertinentes pour le secteur. Et là, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, du premier bilan, d'analyser le secteur où vous voulez aller. Ça va être difficile de sélectionner les compétences pertinentes si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et c'est souvent à ce moment-là aussi qu'il y a ce travail, mais donc, comme disait aussi Laetitia, de pouvoir rencontrer des personnes pour un moment identifier voilà, quelles sont les facettes de mon profil, quelles sont mes compétences qui vont être les plus intéressantes à mettre en avant pour pouvoir voilà, rejoindre le secteur, un métier, un poste de données. Et là, effectivement, ça passe beaucoup par la discussion, la rencontre. Souvent, les gens sont volontaires de parler de ce qu'ils font. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller poser une question, à les demander, voilà, est-ce qu'on peut discuter de la réalité de ton métier, qu'est-ce que tu fais tous les jours, une semaine type, ça ressemble à quoi, tes horaires, voire même ton salaire, etc. Souvent, les gens voilà, apprécient de pouvoir aussi parler d'eux. Et c'est là aussi que vous allez avoir voilà, des petits détails, de plus en plus de finesse dans la compréhension du secteur. Alors, une suggestion que je donne également, c'est vraiment aller voir aussi des offres d'emploi pour connaître les compétences pertinentes. S'il y a des métiers particuliers ou même des postes que vous avez déjà identifiés, allez en lire plusieurs, parce que parfois, c'est très différent d'une organisation à l'autre. Pour pouvoir, à un moment donné, vous faire une idée globale de dire, tiens, pour tel type de poste, tel métier, en fait, c'est toujours le même type de compétences qui sont demandées. Tiens, cette organisation-là, elle recherche vraiment ce type de compétences-là. Et progressivement, voilà, pouvoir vous faire une idée aussi et d'identifier quels sont les éléments clés que vous allez pouvoir mettre en avant. Et ceux qui, finalement, ont pu être importants dans une vie antérieure ou dans un autre secteur, mais qui sont finalement pas très, très importants à mettre en avant. Et ça, c'est vraiment ce changement d'un secteur à l'autre. Voilà, parfois, pour certains, c'est pas forcément facile non plus de quitter un secteur parce qu'on a parfois un certain nombre de conforts, des repères. Et parfois, ça signifie vraiment prendre aussi un risque de se lancer dans autre chose. Parfois, on n'est pas forcément compris non plus par l'entourage. D'où l'intérêt, voilà, comme disait Laetitia, effectivement, de s'entourer, d'aller discuter avec des gens. Et moi, j'encourage aussi vraiment pouvoir faire prendre aussi ces risques-là. Quand bien même ça ne fonctionnerait pas, voilà, vous n'êtes pas en danger, vous aurez découvert un tas de choses, vous aurez déjà développé un réseau. Donc, généralement, c'est plutôt des richesses en fait, que vous allez développer. Donc, voilà, c'est vraiment un point important, d'aller progressivement aiguiser en fait, votre profil et sélectionner vraiment les éléments qui vont être clés pour le secteur que vous visez. Et puis, oui, en fonction du domaine d'où vous venez, il y a des choses que vous faites automatiquement, que vous trouvez normales, qui font partie des codes et des normes dans la profession dans laquelle vous êtes aujourd'hui et que vous n'allez pas nécessairement penser à mettre en avant ou à valoriser parce que c'est tellement ancré dans vos habitudes que vous vous dites que tout le monde fait pareil. Et en fait, non. Et cette chose qui pour vous est totalement naturelle et que vous n'allez pas nécessairement mettre en avant peut être une qualité absolument extraordinaire dans le domaine dans lequel vous irez. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans l'humanitaire et le développement, il y a des choses qu'on fait naturellement, on considère que c'est banal, et puis quand on commence à parler autour de soi, on se rend compte qu'en fait, les autres, ils nous regardent avec des grands yeux en se disant « mais en fait, c'est incroyable ce que tu as fait ». Et dans l'autre sens, dans le milieu plus économique, plus traditionnel, parfois il y a une discipline, une rigueur qu'on a dans certaines professions qui structurent, qui permettent d'ancrer le travail dans
routine extrêmement sérieuse et qui va être quelque chose qui pourra être très recherché sur certains postes dans l'humanitaire parce que ça garantit d'une fiabilité, d'une responsabilité face aux exigences d'un financeur ou de questions éthiques ou quel que soit le sujet en fait, ou d'une évaluation des risques, par exemple. Donc, il y a un tas de petites choses comme ça du quotidien dans le travail qui pour certains sont la norme et la normalité et qui valent le coup d'être valorisés quand on change de champ d'action. C'est des exemples? L'aspect sécuritaire, typiquement, vous arrivez du milieu humanitaire, vous avez fait plein de pays, votre regard, inconsciemment au fil de vos destinations de travail et d'expatriation, votre regard il s'est affiné. S'il y a une porte anti-feu qui est coincée avec une cale, vous arrivez dans un pays occidental, vous allez la voir tout de suite parce que vous savez que dans le pays d'où vous venez, le système électrique il est plutôt bancal et que le feu, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui peut se produire assez facilement, en particulier les feux électriques. Et les situations hostiles, ça c'est des choses que vous avez appris à gérer. L'interculturalité, c'est un joli mot, mais en réalité c'est des situations hostiles parce qu'on est deux personnes qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes codes et que vous avez toute une vie d'interpréter les codes d'autrui. Mais par exemple, pour aller vers le milieu humanitaire, si on n'en vient pas, mais qu'on est immigrant, étudiant étranger, fils d'immigrants et qu'on a grandi dans une biculturalité, dans un plurilinguisme à la maison parce que ça faisait partie, ou parfois même dans des familles multireligieuses, parce que c'est des familles qui se sont construites dans le bras tendu vers l'autre, dans l'interculturalité. Ça fait tellement partie de votre quotidien à la maison d'être une famille avec des cultures et des religions différentes et des langues différentes que vous y prêtez plus attention. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être valorisé dans le milieu humanitaire de la même façon que certains jeunes adultes ont été scouts toute leur enfance et le fait de ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, ils ne vont pas forcément valoriser une expérience scout là où en fait sur un CV est magnifique à équivalent au moment d'entrer dans le domaine, le fait de savoir se servir d'un couteau suisse et d'être un peu dégourdi et de ne pas être un peu maniéré vis-à-vis de l'hygiène ou de certains autres facteurs pour aller se mettre dans des pays pas forcément accueillants d'un point de vue strictement hygiéniste ou de santé ou des choses comme ça un peu sur le fil, eh ben, ça va rassurer un potentiel employeur de se dire bon, bah, celui-là, il ne va pas démissionner au bout de 3 mois parce qu'il n'en peut plus, quoi. Donc, il sait que derrière, il a quelqu'un de solide qui sait à peu près où il met les pieds. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça qui parfois peuvent vous sembler vraiment anodines et qui, dans le milieu d'en face, dans un autre domaine, vont avoir une vraie valeur ajoutée. Et donc, vraiment, ce travail d'identification et presque exhaustive de tout ce qui fait de vous, il est vraiment bénéfique. Effectivement, c'est ce recul sur des évidences en fait qui est assez essentiel. On a pas mal de personnes aussi qui viennent se former chez nous qui nous disent mais en fait au fil de la formation, je mets de la structure et de la méthode sur des choses que je faisais déjà. Il y a beaucoup qui se disent mais en fait tiens mais tout ça je l'ai déjà fait. Autrement, parfois avec des termes différents, d'un vocabulaire différent ou des logiques parfois un peu différentes. Mais au final, quand on va un peu plus creuser sur les processus ou justement les compétences en les décontextualisant un petit peu, et bien justement, on arrive en fait à identifier ce qui sont des choses en fait qu'on a développées naturellement ou
de manière plus passive, c'est pas du tout péjoratif, mais qui voilà, sont devenus des automatismes. Et en passant d'un secteur à l'autre, l'idée, c'est de pouvoir aussi justement identifier ces évidences, ces automatismes. Par rapport à ça aussi, il y a la question des valeurs. Donc, par exemple, si vous êtes dans un secteur que où, voilà, où, par exemple, vous vous y retrouvez plus tellement, c'est souvent dans ce sens-là ben, voilà, les personnes qui viennent se former chez nous, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous dire, voilà, je suis dans un secteur dans lequel je ne retrouve pas vraiment mes valeurs, je n'ai pas l'impression de pouvoir les vivre. Et bien, du coup, de pouvoir voilà, développer cette compétence-là, mettre ça au cœur de son objectif, ça permet du coup de réorienter sa carrière. Mais dans l'autre sens, avoir été élevé dans un milieu où justement on est vraiment en lien avec certaines valeurs très fortes, va faire que rejoindre un secteur qui a les mêmes types de valeurs, et ben, en fait, on va entrer vraiment dans la logique, dans le milieu, dans la manière d'interagir et de penser beaucoup plus naturellement. Donc, il y a souvent beaucoup d'acquis qu'on a sans forcément s'en rendre compte, effectivement. Ça me permet de faire le lien avec la troisième étape, qui est ce que moi j'appelle vraiment un fil rouge. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ce processus-là, alors il y a toujours des allers-retours évidemment entre les différentes étapes, l'idée, ça va être de pouvoir construire une histoire qui raconte comment vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a émergé chez vous quand vous étiez dans un poste, même durant vos études ou à un moment donné, où vous vous êtes dit, OK, là, je vais viser autre chose, j'ai envie de me réorienter, j'ai plutôt envie de ce type de choses, etc. Donc, ça va être pouvoir dérouler un fil entre ce moment-là où vous vous êtes dit, tiens, vous avez envisagé cette idée-là, et le moment où vous vous situez maintenant, et évidemment le moment où vous êtes devant un potentiel recruteur, qui va raconter votre processus et qui va permettre de contextualiser une expérience particulière dans un ensemble. Par exemple, vous êtes dans le secteur privé, vous avez une expérience de bénévolat et vous vous dites, bon, moi j'aimerais aller plutôt vers le secteur de la solidarité, mais comment valoriser cette expérience de bénévolat? Parfois, c'est simplement retourner aux sources, se dire, tiens, comment l'idée m'est venue? Qu'est-ce que j'ai voulu développer? Tiens, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ensuite, j'ai fait ce choix-là. Ah, j'ai voulu développer ça, je me suis renseignée, j'ai rencontré telle personne, ça m'a donné envie etc., etc. Voilà comment je suis arrivée là. Et ça va permettre en fait de mettre du sens en fait sur votre profil, mettre du sens sur les différents changements que vous allez pouvoir vivre et parfois en fait donner des explications sur des choses qui pourraient sur papier apparaître comme des gaps ou des drôles de changements ou des choses pas forcément cohérentes. Mais voilà, en déroulant le fil de l'histoire, vous allez pouvoir expliquer aussi ces changements-là et mettre ça en fait en cohérence de manière plus globale entre l'expérience que vous voulez valoriser, par exemple cette expérience de bénévolat, et votre projet d'avenir pour rejoindre la solidarité internationale ou nationale. Donc voilà, ça va être parler à la fois de votre passé, j'ai réalisé ceci, j'ai développé cela, ça m'a questionné sur ces éléments-là, etc., etc. Je me suis formée ici. D'où ma candidature chez vous, car je cherche ceci, ceci, ceci. Là, ça va être vos choix présents, si vous êtes face à un recruteur, afin d'en arriver là, de pouvoir parler en fait de votre objectif futur, qui soit atteignable dans un court terme ou non. Hein. On peut aussi se dire, voilà, moi, je vise quelque chose qui est loin. Souvent, ça paraît toujours un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on voudrait. Mais de pouvoir aussi identifier quelles sont les étapes et donner du sens à cet objectif. OK, pour le rejoindre, voilà déjà une première étape, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. En relisant vos expériences passées, vous allez voir que souvent on retrouve des éléments qui étaient déjà là qu'on n'avait pas vus. Et ça va pouvoir mettre le spot, voilà, la lumière sur certains aspects pour expliquer vos choix actuels et vos choix futurs. Tiens, en fait, voilà, j'avais déjà cette expérience-là. Tiens, dans ce poste-là, j'avais déjà ce questionnement-là. Et en fait, il a fini par grandir, grandir, grandir. Et aujourd'hui, j'assume ce questionnement-là et j'en fais vraiment un choix de carrière et je réoriente les choses dans ce sens-là. C'est vraiment structurer ce que j'appelle un patrimoine professionnel. Ce mot-là, ça permet de de désigner vraiment cet ensemble. Il y a vos compétences professionnelles, mais il y a aussi votre manière d'être, votre personnalité, votre relationnel, vos valeurs. Et voilà, l'idée, c'est de le structurer pour donner du sens et donner une impression d'ensemble aussi quand vous parlez de vous à un interlocuteur. Ça va être plus clair, ça va être plus cohérent et ça va être beaucoup plus convaincant. Généralement, si vous êtes au clair avec ces choix-là, alors être au clair avec ces choix, c'est aussi être au clair avec ces questionnements, hein, de dire, voilà, c'est pas encore très clair pour moi, mais je pense que je vais plutôt dans cette direction-là.
Au plus vous êtes clair avec vous-même, au plus ça va rayonner, au plus vous allez pouvoir aussi convaincre l'autre et donner cette impression d'ensemble. Alors, quelques petites questions pour guider en fait cette réflexion sur le fil rouge. Ce n'est pas forcément toujours simple à saisir comme notion. Ça peut être de vous interroger sur quelles sont les thématiques récurrentes dans votre parcours professionnel. Parfois, je rencontre des personnes ici qui me disent, mais en fait, à chaque fois qu'il a fallu prendre une décision qui touchait vraiment à ces questions de fond-là, c'est souvent des questions un peu plus éthiques, je me suis toujours sentie en décalage par rapport à mon équipe. J'étais jamais dans la même ordre de priorité. C'est des questionnements qui m'animaient beaucoup. Et en fait, c'est souvent des choses qui suivent la personne pendant son parcours professionnel jusqu'à ce qu'à un moment, elle s'arrête dessus, elle se dise, en fait, pourquoi ne pas centrer ma carrière sur ces questions-là, ou leur donner en tout cas une place un peu plus conséquente. Parfois, ça va être quel est le rêve que vous avez depuis longtemps? Mais en fait, depuis mes 18 ans, j'ai ce rêve-là. Ça ne s'est pas mis, je ne me suis pas autorisée à le faire, je n'avais pas les moyens, le budget pour le faire, etc., etc. Mais ça m'a toujours suivi, ça me suit dans ma tête. Pour certains, ça va être quelle est la posture que vous prenez systématiquement dans vos expériences professionnelles. Si vous êtes, comme je disais, celui qui, à chaque réunion, ramène toujours la question du sens, par exemple, mais tiens, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'objectif? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus dans ce sens-là, etc. Mais pourquoi, en fait, ne pas ouvrir plus globalement cette question-là et de peut-être vous dédier à 100% sur un secteur ou en tout cas des domaines, des métiers en fait, qui gravitent autour de ces thématiques-là. Parfois, c'est des personnes qui questionnent systématiquement les organisations dans lesquelles elles sont, des personnes qui vont systématiquement aller regarder la bonne gestion des ressources, par exemple. C'est des choses qui nous animent. Ça peut être aussi... Vous m'entendez toujours? Oui. Quel est le dénominateur commun? C'est une autre façon de le dire entre toutes vos expériences. Ça peut être aussi comment cette expérience-là vous a mené vers vos choix actuels, vos projets futurs. Parfois, on a des expériences qui ne nous conviennent pas forcément, mais on identifie que ça a été des moments clés. Parfois, c'est des moments même difficiles qui nous ont ensuite menés à nous questionner. Donc, pouvoir aussi identifier ces moments charnières dans nos vies professionnelles, parfois personnelles d'ailleurs, qui donnent du sens, du coup, aux choix qu'on fait actuellement. Et aussi, en fait, dans votre passé, quels ont été les moments où vous avez déjà eu finalement l'impression de toucher ce nouvel objectif? Parfois, c'est des petits moments, une journée particulière, une action particulière, une rencontre particulière, où vous vous êtes dit « Ah, mais tiens, en fait, c'est vraiment ça ». Souvent, c'est des moments qui ont déjà eu lieu dans votre parcours, que vous n'avez pas forcément vus ou qui n'ont pas pris trop de place, mais qui prennent un sens nouveau, voilà, comme on l'a évoqué, quand vous envisagez de plus vous y pencher. Et du coup, ça, ce sont des éléments que vous pouvez aussi présenter face à un recruteur ou aux personnes que vous devez convaincre en disant, mais en fait, voilà, ce sont des choses qui étaient déjà là et aujourd'hui, j'ai envie de leur donner une plus grande place. Laetitia, tu as peut-être des ajouts à faire Non, peut-être un cas de figure particulier, c'est celui de ceux ou celles qui ont eu ou ont été à un moment donné auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise. C'est des positions où on est un peu seul, où on fait tout et du coup, c'est plus difficile de recentrer son cheminement vers une identité ou une fonction plus cadrée, plus définie et qui parfois, auprès des interlocuteurs, peut faire peur parce qu'on se dit, bon, il a tout fait, il a été chef d'entreprise, si je le prends, si je le fais entrer dans mes équipes, il risque de s'ennuyer, il ne va pas y avoir assez de responsabilités. Et donc, quand vous êtes dans ces questionnements-là, identifier finalement pourquoi et sur quoi vous voulez vous recentrer. Ce qui est plus facile à expliquer ou à justifier quand on est sur un poste plus classique
que celui touche à tout du chef d'entreprise ou de l'auto-entrepreneur qui offre une certaine indépendance, autonomie et une pluralité d'actions. Donc, c'est juste si jamais ça fait partie de vos cas de figure que ça puisse aussi faire écho en vous. Oui, tout à fait. Ok, et pour conclure, une dernière étape, et non des moindres d'ailleurs, ça va être, mais voilà, comment traduire ce processus, cette réflexion-là dans mes outils de candidature, donc mon CV, ma lettre de motivation. Alors, je répète, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Justement, c'est parfois un bon exercice d'essayer de retravailler son CV, et même une lettre de motivation par rapport à un poste, c'est toujours plus simple par rapport à un poste, et d'identifier, tiens, à quel moment j'ai du mal à exprimer ce que je veux exprimer, qu'est-ce qui n'est pas encore très clair, quitte à faire plusieurs versions et puis aller demander conseil à des personnes qui vous connaissent bien ou au contraire des personnes qui ne vous connaissent pas mais qui sont dans le secteur que vous visez. Pour aller voir un petit peu, voilà, où est-ce que c'est clair pour moi, où est-ce que c'est assumé, où est-ce qu'il y a encore des choses que je peux affiner, encore développer, questionner, etc. L'idée, c'est de toujours raisonner en se disant, voilà, c'est un CV, une lettre de motivation, c'est toujours en lien avec un objectif, un futur professionnel et pas un passé. Donc, il y a fort à parier qu'en passant d'un secteur à l'autre, ou même d'un poste à l'autre au sein d'un même secteur, qu'il va falloir passer par un retravail de votre CV et de votre lettre de motivation, parce que justement, vous n'allez pas mettre l'accent sur les mêmes choses en fonction de l'objectif que vous avez. L'idée est de garder ce qui est vraiment pertinent par rapport à cet objectif. Alors, parfois, on a un peu du mal à lâcher des petits pans de notre passé, soit des choses qu'on mettait sur son CV avant et qui sont au final plus très pertinents, mais on se dit, bon, est-ce que je l'aimais, est-ce que je ne l'aimais pas par rapport à ça, moi, je vous invite vraiment à toujours raisonner par rapport à là où vous voulez aller et pas là d'où vous venez. Ça se joue souvent voilà, dans la description de vos postes. Okay, sur quoi est-ce que je vais mettre l'emphase, quels sont les éléments clés ou moins. Et également sur les compétences ciblées, des compétences que vous pouviez mettre en avant avant, mais qui ne sont plus vraiment pertinentes ensuite. Parfois, il suffit simplement de changer le vocabulaire ou prendre un autre niveau de réflexion, voilà, plutôt que de parler d'une compétence très, très spécifique, la replacer peut-être dans une compétence plus globale. Alors, vraiment, parler le langage de votre interlocuteur, ça, c'est clé. C'est vraiment changer les sigles, les acronymes, les enlever. Changer également les terminologies trop techniques quand vous passez d'un secteur à l'autre. Emprunter également les terminologies du secteur que vous visez. Par exemple, moi je vois parfois des personnes qui ont travaillé plutôt dans des secteurs privés, type même bancaire, qui avaient des portefeuilles de clients à gérer avec des enjeux relationnels quand même assez forts. Chez nous, du coup, on suggère parfois de remettre ça en perspective avec la relation partenariale, de manière plus globale. Gérer des relations avec des clients, c'est forcément pas tout à fait la même chose que des relations avec des partenaires, mais ça mobilise le même type de compétences. Donc, en fait, voilà, à partir du moment où on arrive à expliquer ce qu'on entend par relation partenariale avec des exemples issus de son expérience de relation client, tant qu'on arrive à expliquer, à contextualiser, à illustrer, c'est des choses qu'on peut également faire. Surtout si on montre qu'on a bien cerné ce que ça impliquait, une relation partenariale. Donc, si on s'est bien renseigné, généralement, c'est quelque chose qui est, c'est une transposition qui est possible. Moi, j'invite toujours dans la lettre aussi à expliquer en quelques mots la transition, la reconversion que vous faites. Donc, c'est ce fameux fil rouge pour essayer de vraiment faire ressortir aussi le cheminement qui vous a mené. Alors, ce n'est pas raconter sa vie, ce n'est pas non plus expliquer l'ensemble des étapes, voire même des hauts et des bas par lesquels vous êtes inévitablement passé, parce que c'est des processus qui ne sont pas simples. Mais voilà, expliquer quand même un minimum la réflexion que vous avez eue derrière, ce qui vous anime, quelle est votre motivation humanitaire ou inversement votre motivation à rejoindre un autre type de secteur. Ça vous donne aussi un peu la couleur de votre recul, aussi de votre maturité professionnelle. Et ça montre aussi que vous êtes au courant de cette transition, vous êtes au courant, vous allez peut-être changer d'environnement et montrer que vous savez dans quel monde vous allez mettre les pieds. C'est toujours aussi plus rassurant d'ancrer ces éléments-là dans la réalité plutôt que parler plutôt juste de vos rêves, mettre les choses en concret. Je pense qu'il y a de plus en plus de ponts entre le monde de l'entreprise et les ONG. Enfin, je pense que Laetitia l'a mentionné,
Cité de la solidarité internationale en est un bon exemple, ces partenariats qui sont développés. Chez nous, à Bioforce, on a par exemple une formation qui donne un double diplôme de responsable de l'environnement de travail d'une part et responsable logistique d'autre part, donc avec cette double casquette entreprise et humanitaire. On voit de plus en plus de ponts entre ces deux fonctions. Donc, il y a aussi de plus en plus cette polyvalence avec des métiers qui sont pertinents dans les deux côtés, qui se déclinent différemment, mais qui font finalement appel à un noyau de compétences similaires. Et même, ce sont des milieux qui se renforcent aussi mutuellement. Enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus prégnantes dans l'humanitaire et qui sont pertinentes à transposer dans le privé, et inversement. Donc, c'est aussi pouvoir montrer les avantages de d'où vous venez, ce que vous avez développé. Peut-être que c'est moins présent là où vous allez, mais justement, il y a peut-être une ouverture en disant, mais en fait, ce serait pertinent de mettre un petit peu plus d'humanitaire dans le privé, voire un petit peu plus d'éléments de l'entreprise vers l'humanitaire. Donc, c'est aussi jouer peut-être ce rôle voire même de plaidoyer, de pouvoir aussi argumenter sur les ponts qui sont possibles à faire de l'un à l'autre. Laetitia, des petits ajouts par rapport à ça? Moi, je vais juste rebondir sur un mot extrêmement important que tu as utilisé, c'est le mot polyvalence. Parce qu'un parcours professionnel, parfois, il est bien linéaire, bien défini, et parfois pas du tout. Parfois, on vit la vie et puis en fonction de la vie, on saisit les opportunités professionnelles qui nous permettent de combiner l'ensemble des exigences de la vie. Mais chaque expérience professionnelle apporte quelque chose. Alors, il n'y a encore pas si longtemps, j'assistais à un webinaire où l'intervenant disait qu'une expérience professionnelle a une espérance de vie sur le CV de 1 à 3 ans. C'est-à-dire qu'une expérience professionnelle qui a plus de 3 ans, la compétence acquise, on estime qu'elle est dépassée. C'est faux. C'est faux. On se nourrit toute sa vie de toutes ces expériences professionnelles. Et parfois, si le parcours est décousu, le fil rouge permet de recoudre le parcours en y mettant du sens, en y mettant une logique, mais c'est à vous de donner la logique, c'est à vous de donner les sous-titres à l'employeur, de recoudre la polyvalence acquise et de la mettre en valeur, ou si vous reveniez sur quelque chose de plus spécifique qui vous a plu, mais qui était minoritaire sur différents postes, parce qu'à chaque fois, vous aviez un peu de ça, mais vous n'aviez jamais le temps d'y consacrer le temps parce que finalement, vous aviez 2 postes en un à chaque fois et que c'était ça qui vous plaisait, mais que vous ne pouviez pas vous y consacrer comme vous auriez aimé, vous l'écrivez tel quel dans la lettre de motivation. Dire que c'est le moment où vous décidez, au lieu de le faire en secondaire, d'en faire votre activité principale dans votre profession. Et que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui face à eux avec votre candidature, quel que soit le domaine. Après, sur l'entrée dans le milieu humanitaire, la polyvalence, elle est largement recherchée. Les ONG, les associations, elles sont toujours à la recherche du mouton à 5 pattes qui parle plusieurs langues. Et je ne parle pas de langue de pays, de langue vraiment en termes métaphoriques pour accomplir les tâches. Donc, cette polyvalence que vous êtes susceptible d'avoir acquis, c'est bien de pouvoir la mettre en avant, quels que soient les lieux et les opportunités où vous avez acquis cette polyvalence. En face, en revanche, si vous êtes dans une dynamique de... vous voulez aller vers des structures qui ont plus de sens, milieu associatif, milieu de développement, milieu humanitaire, mais que vous hésitez entre 2 profils parce que vous pourriez faire et l'un et l'autre, vous postulez sur les 2 types de profils, mais vous faites 2 CV. Un CV orienté, si vous voulez faire de la com, orienté comme dans l'humanitaire, et un autre, si vous voulez faire plus du plaidoyer, certes, c'est proche de la com, mais il y a tout un volet droit, un volet persévérance, connaissance des sujets de fond qu'il va falloir mettre plus en avant. Du coup, vous faites un CV
plaidoyer. Et même si c'est 2 domaines qui sont proches, vous avez 2 CV type, 2 lettres de motivation type avec des mots-clés type du domaine. De la même façon, si vous voulez vous tourner vers, potentiellement, avec votre expérience, vous pourriez vous tourner vers la logistique ou les achats. Et ben, selon la taille de la structure vers laquelle vous vous tournez à un instant T, vous vous rendrez compte que soit les 2 postes, c'est 2 postes en un. Dans ce cas, c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut et puis vous faites un truc commun. Soit peut-être que sur certains postes, vous allez avoir besoin d'un CV logistique pur et un autre CV achat pur. Et pareil, pour les lettres de motivation, vous ciblez. C'est pas compatible avec la candidature en ligne LinkedIn, par exemple, parce que vous ne pouvez pas juste candidater comme ça. Ça implique de prendre le temps de trouver la personne à qui il faut envoyer la candidature, de l'orienter, de la cibler, pas de l'envoyer aux ressources humaines, mais de l'envoyer au directeur responsable opérationnel du champ d'action du domaine que vous visez. Mais vos chances que votre candidature fasse levier et vous crée la première opportunité dans votre nouvelle carrière, elle en s'envoie démultipliée de manière très forte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pris de l'avance sur le slide d'après. Non, je pense que ça conclut effectivement bien les choses. J'allais vous présenter quelques petits outils, notamment des sites qui peuvent être intéressants dans votre réflexion. Alors à gauche, ce sont plutôt des sites orientés secteur humanitaire, solidarité. Voilà, il y en a plusieurs. Je mentionnais Bioforce. Sur Disaster Ready, vous avez plusieurs petits modules de cours qui peuvent être intéressants sur des thématiques humanitaires ou développement. C'est assez bien fait, c'est des petits modules qui vous permettent d'approfondir des connaissances, de vous familiariser avec certains termes, etc. Il y a Solidaire Info, qui est un réseau aussi sur lequel vous pouvez avoir pas mal d'informations sur le secteur. Un autre incontournable, c'est Relief Web, sur lequel il y a à la fois des articles sur les situations humanitaires dans pas mal d'endroits ou sur les thématiques humanitaires, un accès aussi à des offres d'emploi. Coordination Sud, qui est une plateforme d'ONG française. Il y a aussi des pistes pour des formations, pas mal d'offres d'emploi également. C-Info, c'est un site suisse aussi sur lequel vous avez plutôt réseau aussi, pas mal d'informations. Et on a mentionné aussi le salon Soliway, comme on a parlé Laetitia. Et alors, de l'autre côté, si vous voulez plutôt vous orienter vers sortir de l'humanitaire ou aller vers le privé, en tout cas, il y a Résonance Humanitaire, une structure française qui accompagne la reconversion professionnelle des humanitaires qui veulent sortir du secteur, justement pour leur rebranchement en fait, administratif et professionnel qui n'est pas toujours évident après une période d'expatriation surtout. Et Laetitia également a mentionné les sociétés d'outplacement de votre région qui peuvent aussi vous accompagner, et bien sûr Pôle emploi, l'APEC, pour tous ces questionnements-là. La reconversion professionnelle, les changements, comme je le disais, c'est de plus en plus fréquent. Ça va dans tous les sens, hein. On passe d'un secteur à l'autre, d'un poste à l'autre, etc. Il y a pas mal de structures aussi qui peuvent vous accompagner sous forme de sessions collectives ou individuelles, plutôt coaching, que ce soit un bilan de compétences plus approfondi ou bien vous aider par rapport à vos questionnements et à vos outils. Donc, je pense qu'il y a pas mal de ressources qui existent par rapport à tout ça. Laetitia, peut-être des ajouts aussi par rapport à ces ressources? Alors, c'est Hervé